Le sport ne forge pas le caractère, il le révèle. C'est cette conviction, ce mantra qui m'anime depuis des décennies, sur les terrains d'entraînement comme dans la vie. Et c'est aussi ce qui donne vie à ce podcast. Aller à la rencontre de celles et ceux qui, par leur parcours, leurs astuces et leur état d'esprit, nous montrent comment devenir triathlète, comment progresser et enfin comment performer en triathlon. Que nos invités soient des passionnés du dimanche, des amateurs éclairés ou des pros aguerris, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Leurs expériences, leurs échecs, leurs victoires, c'est une mine d'or pour débloquer vos propres objectifs. Prêt à plonger ? Suivez le guide, ou plutôt suivez les guides. Et avant de commencer, un petit rappel. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux du podcast et sur votre appli préférée pour partager vos retours, vos questions ou simplement un petit mot d'encouragement. Tout est aussi sur devenirtriathlète.com. Les ressources de l'épisode, les bios des invités et bien plus pour booster votre pratique. Bonne écoute et surtout, bon entraînement. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir à nouveau pour un épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va pouvoir parler avec une invitée, on se court après depuis quoi ? Un an et demi, 2 ans peut-être, qui est une connaissance d'Amélie Garcia, que vous avez déjà entendu sur le podcast, avec qui on allait monter un stage d'entraînement pour triathlète, mais bon, ça s'est pas fait l'année dernière. J'ai bon espoir que ça se fasse après. En tout cas, il y a une des intervenantes qui intervient sur les journées, les stages de quelques jours, voire les stages plus longs avec Amélie. C'est Julie Orsoni. Salut Julie. Salut. Orsoni, c'est ton nom de famille, mais ton petit nom sur les réseaux, c'est plutôt Nutri-Julie, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Je me fais appeler comme ça dans le milieu. J'ai commencé avec ce nom-là et depuis, je le garde et ça fait un moyen mémotechnique assez évident. Donc, c'est un bon petit surnom. Bon, de toute façon, on va venir justement sur ce surnom. Pourquoi Nutri-Julie ? J'imagine bien qu'on va pas parler de sommeil. Enfin, on pourrait, mais en tout cas, pas tout de suite. Julie, ce que je te propose déjà dans un premier temps, c'est de te présenter. Dis-nous tout. Qui est Julie Orsoni, alias Nutri-Julie ? Ouais, écoute, du coup, moi, Julie, je suis toulousaine déjà depuis toujours. J'habite dans le sud de la France. Et je suis du coup diététicienne et nutritionniste du sport. Et aussi, je pense que c'est important de le dire, je suis cycliste en National 2, donc division 2 de National chez les féminines depuis 6 ans. Ça fait 6 ans que je suis nutritionniste du sport et ça fait 6 ans que je fais du vélo aussi. J'ai fait aussi du triathlon 3 ans avant tout ça. Et dans mon activité, que ce soit personnelle dans le vélo et dans le boulot, voilà, j'ai à cœur de vraiment m'investir dans ces 2 projets. Donc on va dire que ma vie est rythmée entre les 2. Et donc dans mon taf, j'accompagne des athlètes dans leur quotidien pour les aider à mener leurs objectifs au niveau sportif. J'ai aussi une casquette de formatrice parce que j'interviens dans des structures comme la Fédération française de cyclisme, des clubs de triathlon pour faire des interventions ou les journées comme avec Amélie. Et à côté, j'enseigne aussi dans un bachelor en nutrition du sport à des étudiants qui vont devenir, je l'espère, des futurs collègues. Donc voilà, j'ai aussi eu l'occasion de plusieurs années de travailler avec des équipes professionnelles en vélo, en triathlon, trail pas encore, j'aimerais, mais c'est pas aussi évident que ça d'avoir des équipes professionnelles en trail. C'est pas un sport qui est aussi démocratisé, qui a autant d'argent. Mais voilà. Et sur le plan perso, cycliste en compétition, donc souvent sur les routes le week-end pour parcourir la France et la découvrir aussi à vélo. Donc ouais, c'est un petit peu comme ça que j'aimerais me résumer jusqu'à maintenant. Ouais, des journées bien chargées, à peine hyperactives, quoi. Un peu, ouais. Heureusement, il faut au moins ça. Pendant ta présentation, tu as dit que tu étais nutritionniste et diététicienne. Tu nous rappelles un peu la différence entre les deux, en tout cas en France ? Ouais, diététicienne, en fait, c'est un diplôme qui est reconnu par l'État suite à l'obtention du concours, le BTS diététique. Donc c'est un titre que moi j'ai validé après le concours. Et nutritionniste, en fait, c'est une accroche pour les gens, c'est-à-dire que nutritionniste tout seul, ça n'existe pas, c'est pas reconnu. En revanche, tu as les médecins qui sont nutritionnistes parce qu'ils ont fait leurs études et une qualification en nutrition supplémentaire. Donc, tu as médecin nutritionniste et nous, maintenant, souvent, on s'appelle diététicien nutritionniste pour éviter justement qu'il y ait
ce titre qui soit pris, on va dire, à part, et pour éviter d'avoir cette confusion. Donc nutritionniste tout court ou coach en nutrition, c'est pas, il y a pas de diplôme derrière. Ça sous-entend qu'il y a pas de connaissances, hein, mais il y a pas de diplôme. Et le BTS diététique du coup t'inscrit à la au référentiel de santé public français. Ok, ouais, on a un petit peu la même scission qu'entre entraîneur et coach. Pour être entraîneur, il faut passer un diplôme. Pour être coach, n'importe qui peut se prétendre coach, mais il n'est pas pour autant entraîneur. Alors, un entraîneur est coach, ou peut être coach, mais un coach n'est pas forcément entraîneur. Donc un nutritionniste n'est pas forcément diététicien, mais un diététicien est nutritionniste. C'est ça. Bon, c'est déjà plus clair. Je te remercie. C'est un secteur dans lequel tu as toujours voulu évoluer ou c'est quelque chose qui est venu un peu après, notamment dans ta pratique du sport ? C'est venu plutôt après, on va dire, quand j'étais au lycée. J'ai commencé un petit peu à m'intéresser aux sciences de la vie notamment. C'était un sujet qui m'attirait particulièrement. Et à ce moment-là, j'ai toujours été active, j'ai toujours été même très active et j'ai toujours fait beaucoup de sports mais très différents. J'ai fait des sports collectifs. Au lycée, j'ai fait du rugby, de la boxe. Voilà, j'ai tourné un petit peu partout. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est un moment où l'image de soi, elle est importante, hein. Quand on est au lycée, on se sent un peu plus concerné par qui on est et par notre corps, et j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation via ça, en me rendant compte, en améliorant mon alimentation, à quel point c'était bénéfique pour mon quotidien, ma fatigue, ma récupération, mon activité sportive. Et très vite j'ai fait un lien qui m'a assez passionnée, on va dire. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert qu'il y avait des écoles qui permettaient de travailler là-dessus, donc notamment un bachelor en nutrition du sport qui était à Toulouse, donc assez accessible pour moi. Et c'est depuis ce moment-là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser, à me dire est-ce qu'il n'y a pas moyen d'aller sur cette filière et de travailler là-dedans en fait. Tu disais au lycée, tu as fait pas mal de sport. À partir de quand est-ce que tu découvres le triathlon ou peut-être le cyclisme d'abord ? D'ailleurs, ça s'est fait comment ? C'était cyclisme et après tu as bifurqué sur le tri pour revenir au cyclisme ou c'est le tri qui t'a amené au vélo ? Enfin, c'était dans quel sens ? Ouais, alors en fait, quand je faisais de la boxe, je faisais un petit peu de course à pied pour me maintenir, on va dire, cardiovasculairement. Et j'avais acheté un vélo de route parce que je trouvais ça super chouette d'aller vite. La notion de vitesse me plaisait beaucoup. Donc j'avais un vélo, je faisais un petit peu de course à pied. J'ai une amie qui m'a dit mais il te manque juste la natation pour faire un super sport qu'est le triathlon. Et quand j'ai déménagé du coup dans le centre de Toulouse pour faire mes études justement en nutrition du sport, je me suis inscrite dans le club toulousain qui était du coup le plus concerné pour les jeunes. Et à ce moment-là, j'ai créé en fait mon environnement social autour de ça. Donc mes copains sont devenus mes partenaires d'entraînement et c'est comme ça que j'ai démarré le triathlon. Et au bout de 3 ans, justement c'était après le Covid. Le Covid, il a eu un impact quand même assez considérable sur l'entraînement et l'investissement que j'avais mis dans tout ça avant et qui avait été entre guillemets un peu gâché ou supprimé par le Covid. On sait à quel point c'est un sport qui est exigeant et qui demande beaucoup d'entraînement. Et à ce moment-là, j'ai dit je veux plus, je veux me concentrer sur mon boulot aussi. Et s'entraîner 2 à 3 fois par jour, c'est pas possible entre guillemets pour ça. Donc je me dis c'est quoi que je préfère, c'est le vélo. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu l'opportunité. Il y avait une équipe féminine qui se montait dans la région et j'en ai profité. Je me suis dit je pense que c'est un petit signe, je crois souvent au destin. Donc c'est vrai que à ce moment-là, j'ai intégré l'équipe féminine rapidement, sans vraiment trop savoir dans quoi je mettais les pieds. Hein. Mais voilà. Et alors, dans quoi est-ce que tu mettais les pieds ou sur quoi tu mettais les pieds ? Parce qu'en vélo, tu pédales ? Ouais. En fait, il y a une vraie différence entre faire du vélo et faire des compétitions de vélo. Moi, je pensais que je faisais du vélo, mais je me baladais, quoi. C'est-à-dire que je faisais du vélo avec des copains dans le cadre du triathlon, ou quand tu fais du vélo sur les courses, t'es 20 max. Là, dans les compétitions sur lesquelles on est représenté
en cyclisme sur route féminin, on est entre 130 et 170 au départ. Les niveaux sont extrêmement exigeants et notamment depuis l'arrivée du Tour de France féminin qui inspire beaucoup de jeunes et qui, j'en suis très contente, rend l'accès au haut niveau de plus en plus difficile, mais du coup au mérite aussi et au travail. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pas l'arrivée du Tour de France féminin, c'est le retour du Tour de France féminin. Le retour, effectivement, le retour, mais pour les jeunes qui s'en inspirent, elles n'ont pas connu le Tour de France de l'époque, mais ouais, effectivement, c'est ce beau retour du Tour de France féminin qui fait que le niveau est monumental et le vélo en compétition, c'est pas juste savoir pédaler, c'est savoir se placer, c'est accepter d'être dans un peloton avec 150 filles autour de soi, c'est s'engager physiquement et mentalement. Tu vois, encore le week-end dernier, j'ai bien touché le bitume à 40 km/h, donc ça fait partie des risques aussi. Et quand t'as un métier que tu bosses le lundi, faut accepter ça, que se dire chaque week-end je prends le départ d'une course où je sais pas entre guillemets à quelle sauce je vais être mangé. Donc ouais, le vélo, mais c'est aussi un sport d'équipe et ça c'est génial. C'est les liens qui se resserrent chaque week-end. C'est courir pas que pour soi, parce qu'en vélo on dit courir, mais en vrai on fait pas de course à pied, mais c'est partagé, c'est ce qui me manquait, je pense, en triathlon. C'est marrant parce que c'est souvent le reproche qu'on fait au cyclisme et ce qu'on va aller chercher dans le triathlon, c'est ce côté plus familial, plus partage, plus ouvert. Et là, tu nous dis que toi, c'est finalement ce qui te manquait dans le triathlon. Ouais, parce que je trouve que le triathlon, il y a beaucoup de... Enfin, l'effort, il est recentré sur soi-même. Pourtant, j'ai fait de la division de la D3 avec les jeunes, mais en fait, c'est ton résultat individuel qui fait le classement équipe. Ce qui est un peu le cas en vélo aussi, mais en fait, en vélo, si parfois tu fais l'effort pour un de tes collègues, ou une de tes coéquipières, c'est ce qui peut l'amener vers la victoire, ou c'est ce qui peut éviter certaines situations, perdre un général. Donc en fait, et les week-ends et l'immersion que tu vis, sachant que t'as quand même 3-4 fois plus de compétition en vélo qu'en triathlon, c'est assez commun de courir tous les week-ends ou tous les 2-3 week-ends en vélo. Déjà, tu vois les gens tout le temps, donc ça devient un peu ta deuxième famille. Et en plus de ça, ouais, par rapport au triathlon, moi je vois pas le partage de la même manière. Le triathlon, c'est chaque individualité qui va peut-être découvrir et partager pendant l'effort, parce que les efforts vont être un peu plus longs et que les gens vont peut-être être un peu plus en endurance et vont faire des rencontres à ce moment-là. Mais en vélo, le partage, il est avec son équipe et ouais, pour moi, toutes les filles qui ont fait la transition, on est assez unanime sur le sujet, sur le vélo, c'est vraiment un côté équipe, et puis même cette identité qu'on a avec un maillot, avec tout ça qui crée en fait un sentiment d'unité plus fort, je trouve. Juste pour, on va en terminer sur la partie vélo, cyclisme, et en particulier cyclisme de compétition, mais c'est vrai que tu disais, quand tu faisais du triathlon, tu avais l'impression de faire du vélo, de rouler, mais finalement, après avoir goûté à la compétition, tu te rends compte que c'était plus de la balade, parce que la compétition de vélo, c'est pas juste monter sur un vélo et pédaler, c'est aussi savoir piloter le vélo, savoir s'intégrer avec les autres, une charge mentale importante et un engagement mental important pendant la compétition, savoir aussi rouler pour l'équipe, pour les coéquipières, etc. C'est finalement des choses qu'on devrait avoir aussi en triathlon, mais qu'on nous apprend pas. C'est un petit peu la face cachée du vélo. Et c'est vrai que le vélo, en général, dans la partie triathlon, c'est le sport que tu vas aller t'entraîner tout seul, ou alors il y a une sortie par semaine avec les potes à partir des beaux jours. Mais sinon, t'es un peu livré à toi-même quand t'es triathlète. T'es encadré à la piscine par un entraîneur, t'es encadré sur la piste par un entraîneur quand tu vas courir. Mais alors le vélo, c'est démerde-toi, quoi. Et c'est peut-être ce qui nous manque aussi pour avoir parfois, quand ça frotte dans certains triathlons, et jusqu'au triathlon où les drafting est autorisé, un peu plus de cohésion ou d'éviter les accidents. Ouais, complètement. L'apprentissage technique, moi je l'ai découvert en vélo. J'ai appris à passer un bidon, à enlever mes mains du guidon. Enfin, finalement, tout ce que font les jeunes à l'école de vélo, mais que en triathlon, il n'y a pas accès parce qu'il y a cette priorité, effectivement, sur
peut-être d'autres sports où le temps manque, où l'organisation manque, parce que le vélo quand même prend toujours un petit peu plus de temps, mais clairement, je pense que cet apprentissage technique, il devrait être nécessaire pour la sécurité de tous déjà, et en plus, au-delà de ça, pour effectivement exploiter 100% son potentiel sur les pédales, parce que toute la charge mentale que tu perds et l'énergie que tu perds à gérer un environnement autour de toi, que ce soit environnement routier, hein, une grosse descente, une descente technique, ou comme tu dis, un peloton, ou même quelques personnes autour de toi qui peut être vraiment une charge de stress, bah finalement c'est de l'énergie que tu mets pas sur les pédales, quoi. Et au même titre que une gestion d'aérodynamisme, de comprendre que voilà, enfin tous ces éléments-là, effectivement, c'est du temps qu'on consacre pas et qui devrait, à mon sens, ouais. Après, encore une fois, c'est facile à dire. C'est pas moi qui suis bénévole le mercredi et le dimanche pour aider les clubs à se développer en vélo, mais je pense qu'il y a un apprentissage technique et on le voit d'ailleurs. Encore une fois, je regardais une vidéo de la FDJ là chez les filles qui faisaient des exos sur un parking pour apprendre à se toucher les casques, apprendre à se toucher En fait, finalement, je pense qu'il y a pas de niveau pour techniquement travailler. Et souvent, c'est quelque chose qu'on néglige parce qu'on est concentré à fond sur le physique, il faut fermer 10 fois 5 minutes allure half, c'est allure course tout le temps un petit peu. C'est vraiment le côté physio, parce que j'entends que ça reste un sport qui est extrêmement physio, mais le côté technique a une valeur ajoutée à mon sens qui est trop négligée, quoi. Ouais, mais finalement, on le voit aussi dans les 3 autres disciplines. Enfin, la natation, souvent, ce qui fait pêcher, c'est le départ en mass start, ce qu'on appelle la lessiveuse. Alors, il y a des petits malins, dont je fais partie, qui se mettent toujours à gauche. Mais donc, ça veut dire qu'on évite la lessiveuse, mais par contre, on se tape un écart quand même pour revenir dans le peloton. Mais finalement, c'est des choses qu'on pourrait aussi bosser à l'entraînement. Alors, même si la natation reste un des sports les plus techniques parmi les 3, je dis un des sports les plus techniques, parce que le vélo, finalement, quand c'est bien fait, c'est aussi très technique, et la course à pied aussi, il n'y a pas de sujet. Mais donc, on va travailler le physio, on va travailler les répétitions, et puis finalement, c'est rare qu'il y ait des coachs qui, à chaque entraînement, prennent 5 minutes à la fin, une fois qu'on a récupéré, pour se dire, allez hop, on se fout à 15 dans la ligne, et puis on teste un départ. Ça dure 3 minutes, quoi. Et on répète ça 4 fois, mais au moins, ça permet de te mettre un peu dans l'ambiance de la lessiveuse et de voir, de prendre tes repères, etc. Et pour le vélo, ça va être la même chose. Anyway, revenons un petit peu à toi. Tu as fait du triathlon pendant 3 ans. T'as fait quoi? Tu nous as dit un petit peu de Détroit quand tu étais plus jeune. Mais tu as fait quoi comme compétition? Où est-ce que tu excellais, tu trouvais ton plaisir? Alors, j'ai pas trop excellé, hein, objectivement, parce que quand j'avais jamais fait de natation de ma vie, j'ai appris à nager avec le triathlon. Je savais même pas faire du crawl ou quoi que ce soit, donc quand tu pars avec une épine telle dans le pied que tu fais très vite, on m'a mis sur les championnats de France jeunes, parce qu'il y a beaucoup de place chez les filles, en fait. Surtout en Occitanie, il y avait pas grand monde, donc tu vois, pour te donner une idée, quand j'étais j'étais junior, je faisais des compétitions S, donc sur des formats S, et que ce soit en D3 ou sur les qualifs des championnats, un jour je vais pour faire la qualif championnat, je finis 3e sur 3. Grosse perf, hein, et je suis qualifiée parce qu'il y avait 8 places. Donc tu vois, on va dire que l'accès, en tout cas moi quand j'y étais, il y avait vraiment de la place. Donc ça m'a permis d'accéder à des grosses compétitions très vite, avec un niveau qui était quand même sensiblement très faible. Donc j'ai fait, tu vois, tous les championnats de France, triathlon, duathlon, aquathlon. Aquathlon, c'était rigolo, je sors dernière de l'eau, ou avant-dernière, je crois. Logique, hein, quand tu sais pas nager et que t'as des jeunes qui font ça depuis plusieurs années. Mais en triathlon, on va dire que j'ai commencé à un peu plus perfer sur ma dernière année, après avoir passé 2 ans à vraiment m'investir pour apprendre à m'entraîner et gérer toute la charge que ça nécessitait, en plus de mes études. Et en 3e année, c'est à ce moment-là où j'ai fait pas mal de D3, le championnat D3 quasiment en entier, en duathlon et en triathlon avec les filles avec qui j'étais à l'époque. Donc ouais, que des formats, on va dire S, sur lesquels je me suis particulièrement fait plaisir sur la partie vélo, et j'étais assez connue pour être celle qui roule, mais celle qu'on attend avant, quoi. Surtout si c'est une équipe. C'est un bon repère, c'est-à-dire que on sait que tu vas sortir très loin en natation, mais par contre on sait aussi que tu vas nous reprendre en vélo, donc le jeu, ça doit être aussi un petit peu de mettre le plus d'écart possible, non?
Ouais, complètement. C'est sûr que après c'est un beau. Mais quand on faisait des triathlons en équipe, j'avais une amie qui nageait particulièrement bien. Bon, elle se baladait, elle me poussait, elle était en dos, elle me poussait à côté. Mais ouais, c'est sûr. Après, justement, l'hiver du Covid, avant le Covid, j'avais fait un effort en natation. Je nageais 5 fois par semaine, donc vraiment, je m'étais impliquée et j'étais dans une forme en natation que j'avais jamais atteinte. Et je suis arrivée prête pour les compétitions. Et le contre-coup qui a été compliqué, c'est que le Covid, s'il y a bien une chose qu'on pouvait pas faire, c'était nager. Donc, donc ouais, ça m'a écœuré quoi. Quand tu passes tout l'hiver dehors dans les bassins là et que au final tu te retrouves à pas pouvoir exploiter ce potentiel là, c'était dur ouais. Ouais, j'imagine. Malgré tout, sur les compétitions que tu as faites en triathlon, il n'y avait pas beaucoup de vélos. Ça se passe comment, la transition chez les grandes, où là, vous roulez un peu plus que 30 bornes, non? Ouais, bah ça a été compliqué. Hein. Franchement, j'ai un parcours vélo, je pense, qui est au mérite et au travail parce que pour te donner une idée, ma première compétition de vélo, donc c'était l'année après Covid. Tout le monde avait envie de faire du vélo. Il y avait toutes les compétitions qui avaient été plus ou moins annulées pendant un moment. Et du coup, j'avais jamais fait plus de 30 km, enfin 25-30 km. J'avais fait une ou deux cyclosportives, mais encore une fois, assez bienveillants. Les cyclosportives, tu te retrouves souvent avec des garçons qui sont là pour t'aider, qui sont bienveillants, qui jouent le classement pour toi finalement. Donc, pas vraiment cet esprit compétitif que tu peux retrouver sur des grosses compétitions. Et première compète 2021, on est en mai. On est 160, on est à côté de Poitiers sur un circuit qui est assez exigeant et qui fait 120 km. Et il y a des World Tour au départ, donc des équipes de la FDJ, il y a des équipes professionnelles et moi je suis là, je sais pas trop pourquoi ni comment. L'équipe a voulu me montrer un petit peu ce que ça représentait et dans les courses t'as souvent un départ fictif, donc t'as une 5-10 km en fonction des parcours pour soit faire un petit peu le tour de la ville et faire le panneau publicitaire, soit juste pour sortir de l'agglomération s'il y a trop de danger. Et là, en l'occurrence, c'était pour faire un petit tour de la ville. Et donc, par départ fictif, c'est maîtrisé à l'allure par une voiture devant et t'as pas le droit si t'as un ennui mécanique ou quoi, ils t'attendent. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le départ fictif, j'ai décroché. C'est-à-dire que ça allait tellement vite. Ça roulait à 45 km/h, moi on m'avait dit c'est tranquille, derrière la voiture c'était pas du tout tranquille, la voiture elle avait mis plein gaz, j'ai déjà décroché, la course elle avait pas encore physiquement commencé, donc là je me suis dit ok, on est vraiment sur quelque chose de différent du vélo, où, effectivement, enfin du triathlon où bah t'es livré à toi-même et si tu ralentis et ça se voit que à la fin de ton chrono en fait. Et même en division déathlon où il y a du drafting, effectivement rien n'est jamais joué. Là, et au bout de 5 km de course, premier virage, ça a chuté évidemment et je me suis retrouvée bloquée dans la chute, fin de la course. Ça fait 5 km, il en reste 115. Voilà. Pas mal. Comment tu te mets à niveau dans ces conditions-là? Parce que je pense que les auditrices et les auditeurs l'auront bien compris. En tout cas, moi, ce que je comprends de nos premiers échanges là depuis une demi-heure, c'est que tu y vas au travail, tu te laisses pas abattre. Et donc, cette première course qui s'arrête au bout de 5 km, comment tu te remets au boulot et comment tu progresses et surtout comment tu arrives à niveau avec les autres pour les courses d'après? Ouais, bah en fait, c'est souvent des remises en question. Je pars du principe que le travail, moi j'ai toujours fonctionné au travail dans le sens où je me considère pas quelqu'un de particulièrement talentueuse, quelqu'un avec une génétique sportive très élevée, tu vois. Enfin, je me considère vraiment pas de tel et d'ailleurs les datas le prouvent. Hein. Je pars du principe que avec une bonne analyse, une intelligence de travail et de la patience, c'est comme ça qu'on arrive à progresser petit pas par petit pas. Et ça a toujours été mon mantra, que ce soit au boulot ou dans le sport. Et en fait, à travers le sport, je me suis remise en question et mon mentor encore actuel dans le vélo, qui s'appelle Eric, qui est le manager de l'équipe, il m'a dit voilà ce qui te manque, voilà ce qu'il faut travailler. Donc il m'a fait faire des plots, il a pris une moto, il m'a fait faire du derrière moto pour apprendre à rester avec de la vitesse derrière quelqu'un. Il m'a appris à passer un bidon. Au fur et à mesure, en fait, c'est techniquement tu évolues avec les appréhensions que t'as en tant qu'adulte, hein, parce que ça c'est pas pareil que quand t'es gamin et que les appréhensions que t'as quand t'es adulte, elles sont pas les mêmes. Surtout moi, je me considère vraiment pas comme quelqu'un qui aime prendre des risques. Donc ouais.
même si le vélo en fait partie, pour autant, j'ai pas forcément d'adrénaline dans le risque. Et du coup, j'ai essayé de sortir de ma zone de confort au fur et à mesure. Et chaque course, se fixer un objectif de dire voilà, cette fois tu vas essayer de tenir 10 km, cette fois tu vas essayer de tenir 15 km, et puis tu vas t'entraîner un petit peu plus, tu vas apprendre, tu vas faire que des descentes, et au fur et à mesure, l'avantage quand on est dans des équipes comme ça, c'est qu'on fait des stages de regroupement, c'est qu'il y a un encadrement, tu vois, avec une direction sportive qui fait que tous ces gens-là, ils t'amènent une expérience, et moi je prends tout ça. Tout ce que je peux prendre, je capitalise. C'est toute cette information. Et d'ailleurs, c'est ce que j'essaie de faire maintenant dans les séjours. Même dans les séjours, si j'ai la casquette de Nutri, si je peux rouler avec les filles et donner 2-3 tips, je le fais. Et même maintenant, les jeunes qui arrivent dans notre équipe, parce que je suis la seule qui suis dans l'équipe, donc l'Occitane Cyclisme Formation Féminine depuis les débuts. Moi, j'ai fait vraiment toute la durée de l'équipe, et qui continue encore. Dès que je peux mettre du conseil et je peux donner, tu vois, et transmettre ce que j'ai appris, j'essaie de le faire, parce que pour moi ça a une valeur qui est énorme et qui peut t'aider à capitaliser et à avancer. Donc ouais, j'ai fini l'année, tu vois, sur la première année, je fais une course nationale, donc N2, je fais 15e N2, je crois. On était avec les N1 aussi, donc au final, au total, je dois faire 45e. Je finis quasiment première de la course dans l'équipe. J'avais mis beaucoup de choses et beaucoup de moyens en place, et évidemment, entre-temps, j'ai fait lanterne rouge sur plusieurs courses. Lanterne rouge, ça veut dire que t'es la dernière en course, quoi. Mais pour autant, j'ai pas lâché. Ouais, ça a été beaucoup de remises en question, mais de la persévérance, tu vois. C'est pas je vais tout abandonner. Je pars du principe que abandonner, pour moi, c'est pas un sujet. C'est vraiment et plus tu travailles, en fait, plus derrière, quand tu regardes et que t'as réussi à faire les choses, tu te dis ouais, mais c'est grâce à moi, en fait. Et ça te construit en tant que moi, en tant que femme, ça m'a beaucoup aidé aussi, quoi. Aujourd'hui, tu as 27 ans. Enfin, presque. Je sais pas si j'aurais diffusé l'épisode pour ton anniversaire, mais bon. Alors, petit tip, si vous voulez savoir la date d'anniversaire, vous tapez Julie Orsoni, et puis comme t'es c'est facile athlète, à trouver. Voilà, t'es facile à trouver. Aujourd'hui, t'as 27 ans. Dans le triathlon, en général, on se bonifie avec l'âge. Dans le cyclisme, on fait pas forcément de vieux os. Enfin, il y a quelques Françaises qui ont tenu le podium pendant longtemps, mais tu te vois continuer encore combien de temps à ce rythme et à ce niveau-là? Ouais, c'est une question que je me pose un peu chaque année, d'autant plus que les parcours et les profils sont extrêmement explosifs, et que j'ai plutôt un profil, et on me l'a toujours dit, à faire de la longue distance. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais en fait, je pense que le rythme et l'intensité, le rythme d'entraînement, le volume d'entraînement, pour moi, c'est plus un équilibre de vie qu'autre chose. Donc l'intensité sur la semaine que je mets, je dirais qu'elle durera tant que je me sens bien et que je m'y retrouve. Après, effectivement, faire les week-ends de compétition, tous les week-ends, partir, rentrer fatigué, ou dans la nuit du dimanche à lundi, ça c'est quelque chose que je sais que je pourrais pas tenir encore trop longtemps, mais j'en profite un maximum. J'aurai pas de date, parce que chaque année me réserve des surprises, et je me dis allez, cette année j'arrête, et en fait je continue parce que j'adore ça. Mais ouais, je pense que en tout cas sur la FFC, il est probable que dans les 2 ou 3 prochaines années j'arrête, parce que ouais, le bénéfice-risque et investissement, en tout cas, ce que je suis venue chercher, je l'ai trouvé. Et maintenant, on va dire que c'est du kiff sur le partage, surtout. Et j'aspire pas forcément à des résultats, on va dire, parce que chaque année, on nous découvre des talents ou des potentiels dans le peloton N2 qui sortent du lot et qui cherchent à se faire repérer. Et légitimement, ces filles-là, elles font la course devant, et je me sens, malgré tout mon travail, c'est la limite, entre guillemets, atteignable. Pour autant, je kiffe toujours autant et j'adore toujours autant partir avec les copines, faire le voyage, découvrir de nouvelles routes, et profiter en équipe, quoi. Écoute, c'est le pire qu'on te souhaite, de rester le plus longtemps possible au top niveau. Dans les éléments de progression, d'amélioration, je suis quand même tenté de te poser la question, est-ce que tu utilises aussi l'alimentation, la nutrition? Est-ce que ça t'a permis d'atteindre ce que tu recherchais comme objectif? Ouais, bien sûr.
quand j'étais étudiante en nutrition et que j'étais dans le triathlon, ça m'a beaucoup servi parce que le triathlon m'a quand même rendu pas mal malade sur le plan digestif. J'ai subi, entre guillemets, avant de connaître les aléas de ce qu'impose un entraînement intense, voire très intense sur le système digestif. Et grâce à tout ce que j'ai appris, ça m'a guéri. Je suis vraiment passée de quelqu'un qui avait du mal à digérer tout ce qu'elle mangeait et qui parfois avait peur de manger par peur de digérer, d'être malade, quoi, à maintenant quelqu'un qui... Enfin, je suis en très bonne... Je me considère vraiment pas en mauvaise santé, bien au contraire. Et c'est grâce à tous les efforts, on va dire, que j'ai fait au niveau nutritionnel. Et dans le cyclisme, quand je suis arrivée, là, j'ai compris aussi l'importance d'assumer une alimentation et un volume d'entraînement qui est autour de 15 heures par semaine. Et ça, évidemment, que tout ce que je dis et tout ce que je conseille, c'est quelque chose que je m'applique en priorité. Ça me permet aussi de faire quelques tests en amont de mes conseils. On est toujours son propre cobaye si on arrive à prendre le recul nécessaire. Et ouais, évidemment que j'utilise la nutrition dans mon quotidien, mais en fait, presque sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que c'est tellement dans ma tête et je crois tellement en ce que je dis et tous ces sujets-là qu'en fait, naturellement, je vais le faire sans vraiment me poser la question, quoi. Ouais, ça tombe bien que tu abordes le sujet du triathlon et que tu dises que justement le triathlon t'a un petit peu rendu malade. Qu'est-ce qu'on peut dire aux triathlètes ou aux néo-triathlètes aujourd'hui qui commencent et qui effectivement aussi, alors se rendent malades, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais en tout cas ont du mal avec la partie nutritionnelle, avec l'alimentation. Et évidemment, ça va être à individualiser, évidemment, ça va être à regarder selon la distance, selon l'intensité qu'on met. On va pas avoir ni les mêmes besoins, ni les mêmes consommations énergétiques, ni encore moins la même capacité de digestion si on part sur un S ou un super sprint ou si on part sur un Ironman. Mais globalement, ou peut-être si tu veux détailler par distance ou par intensité. Ouais, en fait, pour te donner une idée, au niveau de l'alimentation et du triathlon, la problématique prioritaire, c'est que les gens, ils essaient de faire ils essaient d'améliorer leur alimentation dans le sens équilibré du terme, souvent en même temps qu'ils commencent ce genre de discipline. Et tu te retrouves avec un croisement où les gens, ils ont tendance à diminuer un petit peu leurs apports énergétiques et en même temps augmenter leur volume. Et du coup, quand tu diminues tes apports énergétiques, tu te retrouves souvent à manger peut-être un peu plus de légumes, donc qui représentent un peu plus de fibres, qui sont longues à digérer, qui peuvent être impactantes dès lors que tu commences une activité d'endurance. L'endurance et notamment la course à pied ou même le triathlon, parce que quand tu nages, t'es à l'horizontale, donc la digestion elle est carrément coupée. C'est vraiment un des sports les plus à risque sur le plan digestif et à l'échelle court terme et long terme. C'est-à-dire que tu peux vraiment faire des dégâts qui peuvent être difficilement réparables ou qui demanderont beaucoup de temps et de patience et d'investissement. Donc en fait, ce que j'aurais entre guillemets comme conseil à donner déjà, c'est considérer la discipline et toujours soutenir en fait la discipline via l'alimentation. C'est pas essayer de manger moins, c'est manger plus mais manger mieux. Et ce que ça sous-entend, ça veut dire ne pas négliger certains points qui sont prioritaires quand t'es sur une discipline d'endurance, qui est de consommer suffisamment de protéines pour éviter de créer beaucoup de fatigue. Donc ça sous-entend manger, on va dire, à chaque repas de manière petit déjeuner inclus et de manière diversifiée et régulière. Faire un bilan sanguin au moins une fois par an, voire tous les 6 mois pour en se rapprochant si possible d'un médecin du sport pour être sûr qu'il n'y a pas d'état de carence qui sont en train de s'installer et qu'on aurait du mal à deviner. Ne pas négliger aussi l'apport en glucides, donc tout ce qui va être les féculents, parce que ça reste une source d'énergie prioritaire et que ça peut créer énormément de fatigue aussi de vouloir les supprimer pour les mauvaises raisons, qui sont souvent la perte de poids ou la peur de grossir, et faire attention aux fibres parce que, encore une fois, c'est à mon sens un des éléments qui peut être le plus destructeur, même si très bénéfique pour la santé qu'il soit, et je ne dis absolument pas qu'il faut les supprimer, il faut juste les
les remanier. Et pour ça, s'il y a un conseil, sans vouloir faire de pub ou quoi que ce soit, que je donnerais, c'est quand on démarre un sport d'endurance, c'est vraiment important d'aller faire un bilan avec un professionnel de la nutrition, notamment particulièrement dans le sport, pour éviter de se planter une épine dans le pied qui peut avoir des conséquences assez lourdes, on va dire, sur ces quelques petites années de carrière si elles y sont, notamment dès lors qu'on commence à augmenter les distances, parce que souvent on voit cette progression-là. On commence par des petits triathlons où pour le coup l'entraînement et la compétition sont pas forcément très agressives sur le plan physio, mais par contre plus on commence à augmenter, plus effectivement, que ce soit les entraînements ou la course, ça a un impact vraiment considérable sur sa vie et sur son état de santé. Et c'est là où il faut vraiment, plus tu pars avec de bonnes bases, plus il est probable que ça se passe bien quand tu fasses la transition, quoi. Sans mauvais jeu de mots. C'est clair. Peut-être que le conseil, tu dis qu'effectivement, il faut s'entourer, aller voir un professionnel de la nutrition et en particulier de la nutrition sportive. Peut-être... évidemment, dès lors qu'on sait qu'on veut aller vers de l'endurance, s'orienter dans cet accompagnement-là, mais peut-être la première chose, ça peut être de faire un bilan, enfin un journal alimentaire, c'est-à-dire les premières semaines, les premiers mois, on regarde un petit peu, on note chaque jour. Alors ça peut paraître contraignant a priori, mais on note un peu chaque jour ce qu'on consomme, et puis après, quand on va voir ce spécialiste, on arrive déjà avec des éléments prêts en disant voilà, aujourd'hui ce que je consomme, est-ce que ça va pas, comment est-ce qu'il faut réorienter, comment est-ce qu'il faut ajuster. Il y a aussi le côté ravitaillement pendant l'entraînement, nutrition, alimentation pendant l'entraînement, pendant la compétition. Déjà, on n'est pas dans les deux mêmes configurations. Souvent, à l'entraînement, on peut se permettre de prendre certaines choses plus facilement, d'emporter plus de choses sur toi, d'avoir un petit sac, une petite sacoche, des choses que tu peux pas forcément faire en compétition. Donc, il y a ça aussi à adapter. Et puis, il y a le côté nutrition de l'effort, de manière générale. T'es plutôt glucides, pas glucides, 60, 90, 100, 120 grammes par heure ou finalement apprentissage pour chacun? J'aurais tendance à dire je suis un peu tout, je suis contexte dépendante, moi. C'est un peu ma philo en prise en charge, c'est que alors de facto, je pars du principe que les glucides sont, dès lors que tu as un volume d'entraînement qui dépasse 6-8 heures par semaine, sont extrêmement nécessaires à l'entraînement pour, au-delà de l'aspect nutrition à l'effort, c'est-à-dire au-delà de l'effort en lui-même qui va pas forcément nécessiter une grosse charge en glucides, c'est que ça permet une couverture des besoins à l'échelle de la journée et un état général beaucoup plus... un meilleur état général, on va dire, et beaucoup plus productif, que ce soit dans ton travail, dans ta vie familiale, dans ton environnement, que si tu ne le fais pas, donc que si tu te sous-alimentes à l'effort. Moi, souvent, je récupère des gens qui sont fatigués, qui comprennent pas forcément pourquoi, et le problème vient surtout du fait que parce qu'ils ont pensé qu'en faisant que de l'endurance, ils n'avaient pas besoin d'avoir des apports pendant l'effort. Sauf qu'au final, tu te rends compte que c'est pas parce que l'intensité n'est pas extrêmement élevée que ces calories, tu vas pas les dépenser et qu'il y a un moment, le corps, il va pas en avoir besoin. Donc ça, c'est une première chose. Et après, effectivement, l'apprentissage mène à des apports, on va dire, de sécurité. C'est-à-dire que, effectivement, quelqu'un qui démarre et qui me dit, moi, j'arrive pas à manger, je vais pas le mettre à 90 grammes par heure parce que c'est clairement le meilleur moyen pour le dégoûter, l'écœurer et qu'au final, il fasse un ancrage qui soit extrêmement négatif. Mais je vais essayer de prioriser. C'est-à-dire que la première chose que je vais vérifier, c'est l'hydratation. Parce que dès que t'es déshydraté, on le sait, les glucides s'assimilent moins bien. Et ça peut créer des lésions au niveau digestif. Donc moi, première chose que je vérifie sur l'alimentation à l'effort, c'est toujours l'hydratation et la qualité de l'hydratation. Donc s'il y a que de l'eau, comment est-ce qu'on peut implémenter cette hydratation de façon à ce que on ramène peut-être un peu plus de minéraux et de glucides directement au niveau hydrique, ce qui coûte pas grand-chose en termes de logistique, mais pour le coup qui peut déjà faire un premier point et un premier levier et un accès à l'apport à l'effort. Et derrière, une fois que l'hydratation et du coup que le contexte il est posé, là on commence à implémenter l'alimentation à l'effort, et en fonction des contraintes et des habitudes de la personne, c'est là où tu vas aller chercher et tester. C'est-à-dire que plus il y a des choses qui passent à l'entraînement, plus il est probable que que ta compétition se passe bien, parce que du coup ça te permet une marge de tolérance supplémentaire. Mais au-delà de ça,
en fonction des gens, tu vois, il y a des gens qui vont dire moi j'adore le sucre. Bon ces gens-là généralement je vais m'assurer qu'ils se brossent bien les dents et régulièrement parce que sinon il y a des risques de carie clairement. Mais au-delà de ça, on sait que tu peux sur 4 heures mettre on va dire possiblement que des apports sucrés, ça changera pas grand-chose. Ils seront pas ce sera pas un problème. Il y a des gens, ils préfèrent mâcher plutôt que prendre des gels. Donc à ce moment-là, tu vas orienter. Et en fonction de ça, en fait, va se dessiner la stratégie. Et on va dire que dans le milieu amateur, je reste toujours entre 60 et 90 grammes par heure. Au-delà, à mon sens, c'est encore trop flou et trop, on va dire, et pas forcément, on va dire, nécessaire compte tenu du niveau et de la puissance, parce que la dépense calorique et du coup les glucides par heure c'est corrélé à la puissance fournie. Donc voilà, le niveau amateur à mon sens a largement son intérêt à trouver entre 60 et 90 grammes par heure. Et dès lors qu'on passe au-delà, ça demande un entraînement digestif, une adaptation, une priorité, des choix particuliers. À ce moment-là, on rentre plus dans quelque chose de les gains marginaux, ce que j'appelle. Sans rentrer trop dans la technique, parce que c'est pas l'objectif non plus de cet épisode aujourd'hui, éventuellement on pourra en faire un avec des cas d'école, des cas concrets, etc. Mais tu disais... Quand on fait de l'endurance, effectivement, on se dit c'est bon, ça va pas être intense, donc je peux y aller sans trop m'hydrater, sans trop manger. C'est quoi pour toi la limite ? Je sais que mon coach me dit toujours, au-delà de 60 minutes, tu prends à boire, tu prends à manger. Si tu pars pour 45, bon, tu peux encore partir à peu près à jeun, sans prendre de quoi t'alimenter, mais par contre il faut recharger après, il faut partir charger avant et il faut recharger après l'entraînement. Toi tu la mets où cette limite ? Alors encore une fois, on met un gros disclaimer, il s'est individualisé, oui. Ça dépend des gens, ça dépend de l'entraînement, ça dépend des conditions climatiques. On va pas faire pareil 1 heure dans le Cidobre à Castres où ça monte ça descend à faire du trail que à faire 1 heure sur une ligne droite à Luxembourg le long de la Moselle où il fait potentiellement moins chaud et où l'effort va être moins intense, même si on est en endurance. Donc, grosso modo, toi, la limite, tu la places où pour que ce soit compréhensible et intelligible pour tous ? On va dire qu'en course à pied, je la place à 1 heure. En termes d'alimentation et d'hydratation, effectivement, si jamais il y a de la chaleur, je le place à 0. C'est-à-dire qu'au-delà de 30 degrés, pour moi, ça devient dangereux de rien prendre à l'effort, peu importe le temps qu'on fait, compte tenu des conditions, on va dire, environnementales. Et sur le vélo, ça peut être plutôt 1h30, 2 heures sur le plan alimentaire, mais pas hydrique. C'est-à-dire que la limite hydrique, elle est à 1 heure, on va dire, effectivement, sans trop de risques sur le reste. C'est parce que c'est, comme tu dis, compensable avant et après. Par contre, dès lors qu'on commence à dépasser 1 heure, c'est l'hydratation en priorité. Et on peut dire que 2 heures sans apport alimentaire, ça peut se faire, en sachant que c'est important aussi d'avoir des séances sur lesquelles on n'a pas un apport en glucides qui est très élevé pour continuer justement à entraîner ce qu'on appelle l'utilisation métabolique des lipides. C'est-à-dire que si tu mets trop de glucides tout le temps, le corps il va feignant comme il est, c'est une belle machine, mais quand il a l'opportunité, il a saisi, il va utiliser en priorité les glucides, ce qui fait que tu peux perdre un petit peu cette capacité qu'on va chercher à utiliser les lipides et donc à économiser, on va dire, les glucides. Pour rappel, les lipides, c'est tout ce qui va être les matières grasses, donc le stockage graisseux, qui est une source d'énergie secondaire très efficace, mais utilisable sur des intensités faibles à modérées. Dès lors qu'il y a de la haute intensité, c'est un process qui est trop long et qui demande trop de temps au corps pour être mobilisé. Donc là, il va passer plutôt sur les glucides, appelés aussi sucre. Donc voilà, c'est un petit peu ces repères-là que je peux donner, qui me semblent assez, on va dire, universels, sauf, comme je disais, dans le cas où la température est supérieure à 30 degrés, où là, ça devient dangereux. Et on risque une hyperthermie même au bout de 30 minutes. Donc, Ouais, et puis en vélo, c'est pareil, ça s'apprécie au niveau des conditions climatiques. Si on a beaucoup de vent, mine de rien, on va avoir tendance aussi à se déshydrater un petit peu plus, que ce soit de face, latérale ou dans le dos. On le sent pas forcément, mais ça favorise aussi la déshydratation. Et évidemment, parce que dans le triathlon, il y a 3 sports, on t'en a pas parlé, mais en natation aussi, oui. On s'hydrate et on s'alimente. Oui. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je l'associe comme à la course à pied, c'est à peu près le même principe. Et en fait, après, c'est vrai que rares sont les athlètes qui nagent plus d'1 heure. Ça se voit souvent dans les athlètes un peu plus haut niveau qui préparent des grosses échéances, qui vont peut-être faire 1h30, voire des séances de 2 heures, ou ceux qui nagent en club.
mais vraiment, je vois beaucoup d'athlètes sur le bord du bassin qui ont pas de gourde, qui ont rien à manger. Ce que je peux entendre, le problème en natte, c'est que t'as souvent les cas suivants, c'est soit tu nages tôt le matin, soit tu nages entre midi et 2, soit tu nages tard le soir, avec les créneaux qui sont disponibles sur les structures, notamment en club. Et souvent, les athlètes, ils y vont à jeun pour une raison de confort digestif. À ce moment-là, pour moi, il est même pas question d'avoir ni boisson d'effort, ni ne serait-ce qu'un minima de l'eau. Parce que t'es déjà dans un contexte où tu vas te déshydrater et potentiellement tu vas stresser un peu plus la machine parce que t'es à jeun. Donc dans ces cas-là, les 0 minutes sont valables aussi. Et d'ailleurs, souvent j'embête mes athlètes parce que je leur fais boire une boisson d'effort dès 6h du matin et qu'ils en ont pas forcément envie. Mais ça sécurise vraiment le reste de la journée, on va dire, pour le confort sur la totalité de... que ce soit la concentration, la faim, enfin tous ces process là. Donc souvent c'est ce que je dis, c'est que la nutrition d'effort c'est pendant, mais c'est aussi prévenir l'après, tu vois. C'est anticiper la récupération et le confort général. Les gens, ils ont souvent tendance à vouloir toujours moins, parce que je sais pas si, on va dire, il y a chacun a ses raisons, mais soit c'est sous-estimer l'activité initiale par comparaison, c'est-à-dire combien de fois j'ai entendu en triathlon mais j'ai fait que 1 heure. Ouais, mais t'as quand même fait 1 heure, enfin ça reste 1 heure de sport sur tes 12 heures par semaine, donc ça reste quand même un volume qui est bien là. Soit c'est par appréhension de prendre du poids, ça je le vois aussi beaucoup, les personnes qui ont peur de s'alimenter parce qu'ils ont peur de prendre du poids, soit c'est juste par méconnaissance. Et dans les 3 situations, moi ce que j'essaie de vraiment mettre en avant, c'est cette notion de la nutrition, c'est un soutien et on n'est pas là pour subir sa journée. L'entraînement, c'est déjà un effort. Si en plus de ça l'apport calorique devient on va dire une contrainte et non un soutien, il est probable qu'on n'exprime que 70-80% de son potentiel et que ce soit toujours dur à vivre en fait, et qu'on soit dans un schéma de résistance plutôt que de performance. On en a déjà parlé dans un épisode précédent que j'ai enregistré avec le docteur Denis Boucher, qui est un docteur en physionomie, physiologie, voilà, mais qui travaille aussi beaucoup sur l'alimentation et sur éventuellement la perte de poids et autres. En fait, l'alimentation, tu l'as dit, c'est un soutien, mais ça peut aussi être un élément qui va faire que l'entraînement sera pas efficace ou que la compétition sera pas réussie. Et tu l'as dit, on est souvent des amateurs. Je pense que les pros sont déjà bien accompagnés là-dessus, mais n'oublions pas qu'on a aussi notre vraie vie, notre journée à faire à côté. Si on nage à 6h du mat, il faut aussi penser à s'alimenter pour tenir le reste de la journée, parce que le corps va subir le stress de l'entraînement. On va quand même pas aussi lui rajouter le stress de l'alimentation. Et c'est pas parce que on va nager et après on va bosser qu'on va maigrir. Au contraire, si on stresse notre corps, on peut avoir l'effet inverse. Il faut manger juste ce qu'il faut. Et pour ça, comment on calcule son métabolisme, comment on calcule ses besoins en apport énergétique et comment on ajuste tout ça ? Ouais, alors ça c'est des calculs que nous on a l'habitude de faire. Après tu peux trouver les formules facilement sur internet, hein. Objectivement t'as différentes formules. Pour en citer une, par exemple, le Black and All, qui est un calcul théorique de métabolisme de base. Après, encore une fois, ça reste de la théorie. On va dire que ça a 50 à 150 calories près, on est à peu près dans le vrai. On va dire que ça, c'est ta dépense énergétique au repos sans rien faire. À ça, tu ajoutes un premier petit coefficient en fonction de si tu as plutôt une vie active ou plutôt sédentaire. Est-ce que tu marches 10 000 pas par jour ou plutôt 3 000? Est-ce que tu promènes ton chien? Est-ce que tu vas en vélo au travail? Tu vois, tout ça, ça va rajouter, on va dire, un coefficient à ce métabolisme de base qui va être autour de 1 à 1,4 maximum, quoi. Enfin 1,2, 1,4, et derrière à ça t'apportes les dépenses énergétiques à l'effort. Donc celle-là moi ce que je conseille souvent, c'est de se fier aux applications notamment monitorées, c'est-à-dire la montre, tu vois, le compteur. Dès lors qu'il y a de la fréquence cardiaque ou des données de puissance, ça représente quand même une valeur qui est assez indicative et réelle à 90 à 95% de la réalité. Si tu fais la somme de tout ça, plus potentiellement
encore 100 ou 200 calories en fonction de la qualité de ton alimentation et du coup la digestion que ça peut te demander. On va dire que tu arrives à retrouver tes besoins énergétiques. Mais le problème, c'est que tous les gens ne sont pas capables de faire ça ou n'ont pas forcément envie. S'ils ont envie de le faire, ils ont à peu près la solution que je viens de donner. Et sinon, encore une fois, ça peut rapidement soit se trouver sur internet, je pense notamment avec l'IA maintenant, qui peut être une bonne source, on va dire, de calcul efficient, et autrement encore une fois aller voir un pro, mais ouais, c'est à peu près comme ça que tu détermines tes besoins, on va dire, journaliers, qui peuvent d'ailleurs, et c'est assez surprenant, et je trouve que l'exercice est quand même intéressant à faire quand on est sportif, c'est que tu peux vite avoir des fluctuations entre les jours et entre les journées d'entraînement, et vite avoir des totaux caloriques qui, sur l'effort, peuvent représenter 1 à 2 fois ce que tu dépenses au repos, quoi. Tu vois, notamment sur des longues sorties vélo, des gros entraînements de course à pied, te retrouver avec 1500, 2000, 3000 calories de dépensées, ce qui représente potentiellement pour une femme quasiment 2 fois ce qu'elle doit manger sur une journée, quoi. Donc c'est assez intéressant, on va dire, au moins à se représenter. Ouais, c'est clair. Non, mais ça peut être effectivement aussi un bon élément à traquer. Alors, quand on est triathlète, ça commence à faire beaucoup de choses à traquer. Il y a 3 sports à faire, plus il y a le sommeil, plus l'alimentation, plus la PPG, plus le machin, plus le truc. Bon, ça commence à faire beaucoup. Mais écoute, c'est un élément, c'est même pas un gain marginal, parce que là, on n'est plus dans les gains marginaux sur l'alimentation. On est vraiment sur l'hygiène de vie et éventuellement la progression, mais pas sur du gain marginal. Est-ce qu'on a vu tout ce qu'on voulait voir aujourd'hui, Julie, ou est-ce qu'il y a des choses que tu aurais bien voulu aborder ? Non, objectivement, je pense que on a vu pas mal de choses, en tout cas par rapport à tes questions. Je crois que j'ai pu répondre à peu près à tout. Je pense que si j'avais quand même quelque chose à dire, ou ce qui me semble quand même assez important, c'est de vraiment avoir conscience que l'endurance, et enfin en tout cas les sports d'endurance, notamment le triathlon, le vélo, c'est des sports qui sont coûteux, et souvent le corps, c'est une belle machine de tolérance, c'est-à-dire qu'il encaisse, mais en silencieux, il se dégrade, et les symptômes arrivent quand c'est souvent un petit peu déjà trop tard. Donc l'engagement qu'il faut avoir par rapport à ça, c'est vraiment de prendre conscience de prévenir plutôt que guérir, un petit peu ce qu'on va chercher dans aussi l'attitude sur la médecine traditionnelle, mais dire ok, en fait, plus je prends conscience de mon corps, que j'interprète les signaux, et que être fatigué tout le temps, c'est pas quelque chose de normal. Avoir faim tout le temps et penser à l'alimentation tout le temps, c'est pas quelque chose de normal. Tout ça, c'est des signaux en fait souvent on met de côté parce qu'on les met sur l'aspect psychologique, alors qu'en réalité tout est lié. En interprétant ces signaux et en ayant vraiment cette écoute de soi, je suis persuadée que derrière on peut arriver à capitaliser sur tout le travail et pas passer à côté, comme tu disais tout à l'heure, de une partie de ta performance, tout simplement parce que tu considères que c'est dans ta tête et qu'en fait ça l'est pas du tout. Donc ouais, clairement la nutrition n'est pas un gain marginal, et bien au contraire plutôt un fondement finalement de la performance, qui effectivement, une fois que tu as trouvé tes routines et tes repères, ne nécessite pas d'adaptation permanente, comme l'entraînement où il faut permanent stresser le corps pour progresser. Là, progresser en alimentation, c'est tout simplement s'aligner par rapport à ses besoins, et en tout cas pour la majorité des athlètes amateurs qui s'entraînent on va dire entre 8 et 15 heures par semaine, voire 20, mais ouais, globalement c'est un petit peu un message important, et qu'il faut pas systématiquement subir, et bien au contraire que grâce à l'alimentation et toute cette recherche au niveau de la nutrition, on peut vraiment s'entraîner en meilleure santé, et du coup être plus performant derrière, quoi. Écoute, le message est bien passé. J'ai encore 2 petites questions pour toi, Julie. La première, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Toi qui l'as été, quel est ton meilleur conseil pour devenir triathlète ? Je pense que pour devenir triathlète, je dirais qu'il faut
il faut savoir être patient et pas vouloir sauter des étapes. Parce que c'est vrai qu'on a, avec les réseaux aujourd'hui, les athlètes, enfin les gens de manière générale, ils rêvent d'Ironman avant même d'être passés par la case XS. Et en fait, finalement, c'est là où tu payes le plus gros de tes erreurs et puis tu les payes cher vu le prix du dossard. Parce que tout ce que ça représente, l'investissement autour de ça, pour moi, il est vraiment trop important compte tenu du niveau initial et parfois il y a trop à perdre parce que les gens quand ils s'inscrivent à un Ironman, s'ils n'ont jamais fait de triathlon, c'est pas une inscription à un Ironman, c'est une inscription à leur confiance en eux. Ils essaient de capitaliser et de se rendre fiers et pour ça en fait il n'y a pas besoin d'accrocher un dossard et dire you are an Ironman. Il y a juste à commencer par faire les choses simplement, découvrir si la discipline plaît et pas juste être encore une fois dans la lutte permanence et on va dire se congratuler de ces petites victoires pour arriver au fur et à mesure à progresser dans la discipline, quoi. Écoute, je te remercie pour ta réponse et un peu ce rappel à l'ordre. Et puis, pour finir, où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on te contacte? Où est-ce qu'on te demande des conseils ou plutôt une consultation de nutritionniste? Ouais, bah du coup, on peut me retrouver sur Instagram particulièrement. Moi, je suis assez active sur les réseaux, sur nutri.julie. Donc, c'est via ce biais-là qu'une partie des gens me contactent pour prendre rendez-vous, avoir un accompagnement, un suivi. Et autrement, disponible sur WhatsApp. Mon numéro, il est trouvable sur Internet en tapant NutriJulie, pareil, pour avoir des renseignements ou bénéficier d'un accompagnement, en sachant que pour le moment j'ai un peu d'attente, donc faut s'y prendre un petit peu à l'avance pour pouvoir bénéficier de ce suivi-là. Ouais, il faut préparer la saison prochaine. Exactement. Julie, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, écoute, moi je vais le mettre à table parce que ça m'a donné un petit peu faim tout ça. Ouais, j'imagine bien, ouais. Bah écoute, merci en tout cas pour cet échange, c'était un plaisir de discuter avec toi et de me laisser la parole, en tout cas c'est toujours agréable, donc merci infiniment. Je t'en prie, et puis on aura peut-être l'occasion de se croiser un jour sur un stage organisé par Amélie. Ah, j'espère bien, ouais. Merci Julie, ciao. Ciao. C'était Devenir triathlète. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com. Salut les sportifs!